très heureux d'être là au Crypto Tour avec vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs éditions qu'on est partenaire de l'événement. On est très heureux parce que c'est une belle initiative universitaire à la base. Ça nous fait plaisir. Et j'ai voulu faire cette keynote pour parler un petit peu de minage de crypto-monnaies, de minage de Bitcoin en particulier, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes, de moins jeunes, de particuliers, d'entreprises, de fonds d'investissement, qui s'intéressent à la question du mining, qui veulent en savoir plus, qui veulent comprendre est-ce que c'est rentable en 2025 de miner du Bitcoin, et puis qui se posent de vraies questions, c'est pourquoi est-ce qu'on entend souvent parler de Bitcoin, et puis est-ce que c'est vraiment intéressant de miner aujourd'hui au lieu d'acheter directement du Bitcoin. Donc il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Alors, pour reprendre un petit peu les fondamentaux, le minage de Bitcoin, vous savez, ce ne sont pas des opérations de calcul complexes. C'est pas du tout ça, le minage de Bitcoin. Le minage de Bitcoin, pour resituer, c'est une machine qui va fournir de la puissance de calcul. Et cette puissance de calcul, ce qu'elle va faire, c'est du brute force. Le brute force, c'est que la machine va tester des milliards de combinaisons pour être capable de raccorder un bloc à la chaîne de blocs, la blockchain, le fameux registre de dépenses. Et comme vous le savez certainement, si vous êtes là aujourd'hui, toutes les 10 minutes, vous avez un nouveau bloc qui arrive. Ce bloc contient l'ensemble de toutes les transactions en Bitcoin sur Terre qui s'effectuent toutes les 10 minutes et qui va être accordé à la chaîne. Le but du minage, et donc le but du mineur, c'est de faire en sorte que sa machine soit capable de trouver la bonne combinaison qui raccorde le bloc à la chaîne. Il faut se lever de bonne heure. Normalement, on a à peu près une chance sur 100 millions d'y arriver. Donc techniquement, en 2025, la puissance de calcul dans le réseau est tellement importante, un mineur est confronté à tellement de millions de machines face à lui, que normalement, vous avez plus de chances de gagner à l'euro million que de sécuriser un bloc, le raccorder à la chaîne et d'avoir la récompense du bloc, 3,25 bitcoins aujourd'hui, toutes les 10 minutes, échangées à l'ensemble des mineurs à travers le monde. Et donc, vous avez, de ce fait, ce qu'on appelle des pools de minage qui ont été mis en place, c'est-à-dire que vous n'avez plus de mineurs aujourd'hui qui minent tout seuls dans leur garage en France avec une machine. Ça n'existe plus. Ce que font les mineurs aujourd'hui, c'est qu'ils vont faire converger leur puissance de calcul dans des pools. C'est pour ça qu'on appelle ça des pools. Et vous avez des milliers de gens, d'entreprises, de fonds, de particuliers, qui, en convergeant leur puissance, mutualisent cette puissance de calcul, optimisent leurs chances de trouver la bonne solution à ce brute force pour accorder le bloc à la chaîne. Et le pool de minage, ce qu'il fait ensuite, c'est qu'il va distribuer les bitcoins au prorata de la puissance de calcul de chacun. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous situer un petit peu le contexte. Le minage a très peu de chances de succès lorsqu'il s'opère en solo. Le minage, c'est un esprit d'équipe. Le minage, c'est une confrérie. Le minage, c'est un état d'esprit. Et dans le mining, on est obligé de compter les uns sur les autres, même si un mineur est en concurrence avec un autre mineur, parce qu'il y en a un, il a une pelle qui coûte 5 000 $, et l'autre, il a une super machine qui en vaut 50 000, à partir du moment où on fait converger la puissance de calcul, on est tous récompensés au prorata de la puissance de calcul. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le minage, au fur et à mesure du temps et des années, est devenu une activité industrielle dont le modèle économique devient prévisible, prédictible. Alors vous verrez sur stand Start Mining, on a une machine en exposition pour donner vraiment une image de à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, une machine en 2025, concrètement, c'est à peu près 200 $ par mois de coûts d'énergie, de maintenance, etc. Pour un apport en Bitcoin d'à peu près 400 $ par mois. Donc concrètement, ça veut dire qu'une machine qui vaut à peu près 5 000 balles, 5 000 $, vous avez 50% de sa production mensuelle qui part en coût de revient. Parce que tout le monde se pose la question, ouais mais attends, est-ce qu'on ne devrait pas acheter du Bitcoin? Est-ce que le minage, c'est de la machine, il y a du risque, ça peut tomber en panne, est-ce que c'est vraiment rentable, est-ce que c'est vraiment intéressant, etc., etc. Beaucoup de questions qu'on peut se poser. Lorsque vous avez une machine dont le coût de revient représente à peu près 50% de la production, ce qu'on est en train de dire par là, c'est que dans l'univers du minage de crypto-monnaies, à une heure où le Bitcoin s'échange à peu près à 100 000 $, ça me fait mal de dire 100 000 $, j'aurais dû dire 125 000 $. Avec le bain de sang qui a eu lieu hier, je suis obligé de dire 100 000 $.
Le coût de fabrication d'un bitcoin, c'est 50 000. Vous voyez où je veux en venir? 50 000. Est-ce que c'est intéressant de miner? Bien sûr que c'est intéressant de miner. Tout le monde peut miner aujourd'hui, mais par contre, tout le monde ne sera pas rentable en le faisant. Pourquoi? Parce que quand je vous dis coût de fabrication à 50 000 $, ce n'est pas en France. En France, sur une énergie domestique, dans votre garage, dans votre cabanon ou chez vous, sur l'énergie que vous achetez certainement chez le plus gros énergéticien de France, dont je ne prononcerai pas le nom, votre coût d'énergie va être à peu près à 150 000 $ pour générer un bitcoin. Donc tous les 150 000 $ d'électricité, vous avez un bitcoin. Donc ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est un contrat d'énergie négocié à plus grande échelle. C'est ce qu'on a fait chez Start Mining, on n'est pas les seuls à le faire. Vous avez plusieurs opérateurs sur le marché qui existent et qui font ça. C'est un concept de colocation. Plus on est nombreux, plus on descend, on diminue le coût d'énergie, et plus du coup on est capable de fabriquer un bitcoin pour pas cher. Bon. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte que la meilleure stratégie finalement, c'est de faire exactement l'inverse de ce que tous les mineurs font à travers le globe. La plupart des mineurs dans le monde qui viennent de l'univers de l'investissement, la plupart des gens croient encore aujourd'hui que le minage, c'est comme l'immobilier. Ils pensent aujourd'hui que vous avez un crédit dans l'immobilier, vous avez acheté votre appartement à crédit, et vous avez un locataire qui vous paye le crédit. Dans 20 ans, vous êtes pleinement propriétaire, vous avez remboursé la banque avec l'argent du locataire. Ça, c'est le monde de l'immobilier. Dans le minage, c'est tout sauf ça qu'il faut faire. Ça ne marche pas comme ça. Parce que quand vous utilisez la production dans le minage pour payer le coût de production, vous faites ce qu'on appelle dans le jargon du mine and burn. Vous prenez votre bitcoin et vous le cramez au cours actuel et vous gardez 50% de la production. À la fin du game, dans 3 ans, dans 4 ans, vous avez moins de bitcoin à l'arrivée que si vous en aviez simplement acheté au point de départ. Donc le mine and burn, ce n'est pas la bonne stratégie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent « mais est-ce que c'est vraiment rentable de miner ?» La réponse c'est oui, mais à condition de considérer le minage pour ce qu'il est vraiment. C'est vraiment le but de la keynote, c'est peut-être de remettre les réglages là où il faut quand on parle de minage rentable. Le minage rentable, ça ne veut pas dire brûler ses bitcoins produits pour payer l'énergie, ça n'a pas de sens, c'est du gâchis. Le minage, c'est du DCA. Pour faire un rapide sondage, pour voir si je parle de DCA, qui ici a déjà entendu parler de DCA? Qui connaît le DCA? Ok. D'accord, je ne vais pas m'étendre sur le DCA. Mais alors, le minage de Bitcoin, vous savez, alors le DCA, vous absorbez la variance, vous êtes d'accord? Vous achetez du Bitcoin toutes les semaines, ok? Vous absorbez la variance à la hausse et à la baisse. Donc vous prenez le bull market, prenez le bear market, c'est très bien. Ça, c'est le DCA. Ok, bon. Le minage, ça veut dire que vous avez investi. Le minage, c'est d'avoir investi dans du matériel qui octroie la capacité d'acheter du Bitcoin à 50%. C'est ça le concept important de minage. On n'investit pas simplement 20 000 € et toutes ses économies. On achète une machine et derrière on a du cash flow pour racheter la production, pour payer son électricité, non pas en cramant des bitcoins, mais en achetant la production avec du cash tous les mois. Et là, on passe du modèle de mine and burn, je mine et je brûle, qui n'a pas vraiment de sens. Et d'ailleurs, le buy and hold, donc le fait d'acheter du bitcoin, battra toujours ce modèle. On passe de ça au fait de mine and hold. Ça veut dire je mine et je conserve mes bitcoins sur du long terme. Parce que je paye mon électricité sans brûler de bitcoin. Je paye mon électricité en cash, et en le faisant, c'est exactement comme si j'achetais du bitcoin à moitié prix. C'est ça, la recette d'un minage rentable. Nous, ça fait depuis 2017 qu'on le fait, chez Start Mining. On ne fait pas de conseil en investissement, on a fait des cas d'école et des cas d'études assez vastes sur le sujet pour des particuliers, des entreprises, des fonds d'investissement depuis pas mal de temps maintenant. On le fait en Islande, on le fait aux États-Unis, on l'a fait au Canada, au Paraguay. Aujourd'hui, on scale aussi au Maroc. Peut-être que, je ne sais pas, en 2027, si on mènera en France sur le nucléaire français, c'est un sujet d'actualité. Mais c'est pour vous donner peut-être aujourd'hui une sorte de clé de ce qui se passe dans le monde des fonds d'invest, parce que c'est définitivement l'approche la plus intéressante qui soit. Et je veux ponctuer en vous parlant de la valeur réelle de Bitcoin, parce que des fois on entend des personnes qui disent « ouais mais ok c'est super ce que tu racontes », mais qui nous disent que Bitcoin ne va pas crash à 10 000 $, est-ce qu'il ne va pas avoir un flash crash dans la nuit, est-ce qu'il ne va pas crash à 10 000 $, est-ce qu'il ne va pas aller à zéro un jour. Il y a beaucoup de gens très sincères qui se posent la question. Mais en fait, c'est là qu'il faut aller challenger l'aspect fondamental de la chose.
c'est quoi le sous-jacent de Bitcoin? Est-ce que c'est de la croyance? Est-ce que c'est de la spéculation? Dans la monnaie fiduciaire, on parle de croyance. On a tous des euros ou des dollars parce qu'on croit en cette monnaie. Il y a un concept de croyance, c'est certain. Est-ce que c'est de la spéculation? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, là, en 10 minutes, on a fait pratiquement que parler d'énergie en réalité. Parce que 50%, je vous l'ai dit, de la production, en fait, c'est de l'énergie. Le Bitcoin, c'est ça. Pour obtenir du Bitcoin, il faut à peu près entre 50 et 100 000 dollars d'électricité, en fonction des pays. Et donc, le sous-jacent de Bitcoin, c'est ce qui en fait la valeur de réserve, c'est l'énergie que les institutions sont prêtes à payer pour en acquérir. On cristallise de l'énergie en Bitcoin. On transforme, on convertit de l'énergie en Bitcoin. Et dans la plupart des pays, si vous vous intéressez un petit peu à la question, prenez l'Éthiopie qui ouvre ses barrages au Bitcoin, prenez la Russie. Nous, on a été contactés par des boîtes de mining russes 6 mois avant l'invasion de l'Ukraine parce que Poutine était en train de légaliser le minage, était allé en phase de la Douma pour légaliser le minage de Bitcoin parce que la Russie a d'énormes réserves de gaz. C'est une puissance énergétique phénoménale, la Russie. Donc, tous les pays, tous les États qui ont une force de frappe énergétique s'intéressent à Bitcoin et peuvent faire de Bitcoin un véritable enjeu stratégique. Partout où vous avez l'énergie sur la Terre, vous avez la capacité de convertir cette énergie instantanément en Bitcoin, sans pipeline, sans exporter l'énergie, pas besoin de Nord Stream 1, pas besoin de Nord Stream 2. En Ontario, en Alberta, dans le Canada, vous pouvez transformer des poches de gaz qui ne sont pas raccordées au réseau public en poches de hash rate, en puissance de calcul, et donc en Bitcoin. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est un vrai sujet. Partout où il y a l'énergie, il peut y avoir Bitcoin. Et ce qui est encore plus intéressant, parce que je suis limité par le temps, mais on pourrait en parler pendant des heures. Vous savez, chez Start Mining, on a été à Vivatech avec le label GreenTech. GreenTech. Pourquoi GreenTech? Parce qu'on parle d'énergie, mais on parle aussi d'écologie. Bitcoin a tellement besoin de puissance de calcul pour se développer. Et la puissance de calcul a tellement besoin d'énergie pour être développée que Bitcoin est capable de financer les surplus d'énergie partout où on peut les trouver. Bitcoin ne va pas venir embêter les Parisiens ou les Lyonnais sur leur production d'énergie ou sur leurs besoins d'énergie parce que l'énergie est trop chère, parce qu'elle est demandée par tout le monde, donc ça n'a pas de sens. Bitcoin a besoin de scale là où il n'y a pas de demande. Parce que c'est là que l'énergie est la plus intéressante, qu'elle n'est pas chère. Et du coup, si un jour vous entendez quelqu'un vous dire ah, Bitcoin ça consomme, Bitcoin ça pollue, Bitcoin ça fait ci, Bitcoin ça fait là, il faut garder à l'esprit l'énergie la plus intéressante pour miner, c'est l'énergie verte parce que c'est la moins chère, hydroélectrique, photovoltaïque, nucléaire. Je sais que le nucléaire n'est pas énergie renouvelable, mais elle est considérée comme green parce que peu émettrice de CO2. Ces énergies-là sont celles qui sont réclamées par les mineurs parce que ce sont les énergies les plus intéressantes. Et au-delà de ça, et au-delà des surplus d'énergie, je peux vous dire, il y a des protagonistes dans la salle qui vous le confirmeront qu'en Finlande, en Norvège, en Islande, on est en Islande, il y a de plus en plus de centrales de production d'énergie géothermique hydroélectrique qui sont en train de pousser comme des champignons parce que les mineurs de Bitcoin financent ça. Est-ce que Bitcoin consomme de l'énergie? Moi, j'aime beaucoup à dire que Bitcoin produit de l'énergie. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Nous, on est dans cette ère boutique du mining, c'est ce qu'on constate. J'adorerais parler de ça pendant 1 heure. Je suis limité par le temps. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, on est au stand Start Mining juste derrière. Ce sera avec plaisir qu'on parlera avec chacun d'entre vous. Merci à tous pour votre écoute.